es au courant de ce qui se passe à Mégantic? Ça a l'air qu'il y a un feu majeur dans le centre-ville, c'est l'enfer. Il n'y en a plus de centre-ville, Richard. Il va y avoir des dizaines et des dizaines de morts, Richard. Oh non. Allô, Jean? Oui. Mets tes culottes. Comment ça? Un train à Ronadon. C'est mieux, tu toi? Non, non. Clément vient de m'appeler, là. Puis c'est ça, c'est le train qui a Ronadon. Tu me niaises, là, ta Non, je te niaise pas, asti. Le train à Ronadon. Oui. Là, on est dans le marbre. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trouble, très troublante, où je vous parle de la tragédie du lac Mégantic causée par le déraillement d'un train rempli de pétrole il y a de ça bientôt 10 ans. Récemment, il y a une série qui est sortie sur l'événement. De mon côté, je ne l'ai pas encore écouté, j'ai basé à 100% mes recherches sur les articles de journaux et les rapports d'enquête. Et comme toujours, mes sources sont en description. Je vais essayer de vous expliquer le plus possible la séquence d'événements en ordre chronologique et vous partager les causes qui ont mené à cette tragédie. Pour bien comprendre l'événement, on va mettre le tout en contexte. Le train devait partir du Dakota du Sud aux États-Unis et se rendre à la raffinerie de pétrole d'Irving Oil au Nouveau-Brunswick. La compagnie canadienne Pacific était l'organisateur du transport et aurait décidé d'utiliser une partie du trajet de chemin de fer de la MMA pour se rendre à destination. C'est dans cette partie-là que l'accident est arrivé justement. C'est aussi important de mentionner que les wagons et les locomotives du train appartenaient à la compagnie MMA. Puis je vous dis ça parce que ça peut être mélangeant plus tard, puis c'est bien de décortiquer ça tout de suite. Donc Canadian Pacific est l'organisateur du trajet, mais le train appartient à la compagnie MMA et le chemin de fer où il y a eu l'accident appartient aussi à MMA. En partant du Dakota, le train est passé par Burlington, Mississauga et Toronto pour ensuite se rendre à Montréal. Tout au long du trajet jusqu'à Montréal, le train était piloté par Tom Harding et transportait 78 wagons-citernes. Mais arrivé à Montréal, 6 wagons-citernes ont dû être retirés à cause de problèmes mécaniques. Le modèle des 78 wagons-citernes sont de type DOT 111, ce qui veut dire qu'ils doivent respecter des normes de fabrication établies en 1960. Vous allez voir pourquoi c'est important plus tard. Chaque wagon-citerne transportait 113 000 litres de pétrole brut. Puis au départ de Montréal vers la rive sud, le train transportait l'équivalent de plus de 3 piscines olympiques de pétrole. C'est le 5 juillet 2013 à 23h que le train arrive à Nantes, un petit village à environ 12 km de lac Mégantic. Tom Harding, le conducteur du train, s'arrête, il a fini son quart de travail, puis un autre conducteur doit venir reprendre les commandes du train le lendemain matin. Il laisse la tête de la locomotive fonctionner et quitte vers son hôtel en taxi. Pour la compagnie MMA, c'est très fréquent que le changement de conducteur se fasse à Nantes. Le chauffeur de taxi de Tom Harding se rappelle que Tom lui disait être inquiet de laisser sans surveillance son engin qui crachait de l'huile ainsi qu'une épaisse fumée noire. Tom Harding avait l'intention d'appeler le bureau américain de son employeur pour confirmer les directives reçues, soit de laisser le train allumé toute la nuit sur la traque de chemin de fer. À peine 30 minutes après être arrivé à Nantes, des résidents appellent les pompiers parce qu'ils remarquent un incendie dans la locomotive de tête, celle que Tom Harding a laissé fonctionner, suivant les directives de la MMA. Arrivés sur place, les pompiers essaient d'éteindre l'incendie. Aucun employé de la MMA était présent sur place. Ils ont donc réussi à les appeler et à leur demander de se déplacer. Puis pour réussir à éteindre le feu, les pompiers ont dû couper le moteur parce que la fuite qui avait causé l'incendie était causée par le moteur. Finalement, par le temps que les pompiers éteignent le feu, il y a 2 employés de la MMA qui se sont présentés sur place. Après une discussion avec le chef des pompiers, les employés de la MMA lui indiquent que c'est normal dans leur procédure de changement de chiffre qu'il n'y ait aucun personnel sur place. Mais je vous rappelle qu'on parle d'un train qui transporte environ 3 piscines olympiques de pétrole. Bref, le feu est éteint à minuit 13 et les pompiers laissent le train entre les mains des 2 employés de la MMA. On pourrait dire que les pompiers étaient même habitués d'éteindre des feux de ce type parce que c'était la 4e fois que des feux de locomotive du MMA étaient éteints par des pompiers de Nantes. À minuit 56, soit 2 heures après être arrivé à Nantes, le train commence à rouler en direction de lac Mégantic, sans conducteur. Entre Nantes et lac Mégantic, il y a une pente descendante de 1,2 %. Je vous rappelle qu'entre les 2 municipalités, il y a 12 km. Sur cette distance, le train se met à rouler de plus en plus rapidement. Ce soir-là, au Musée Café à lac Mégantic, il y a Yvon Richard et Guy Bolduc qui performaient de la musique pour une quarantaine de clients. Après une de leurs chansons, ils prennent une pause et Yvon décide d'aller sur la terrasse. En fumant sa cigarette,
il voit un train qui avance à toute allure, soit à un peu plus de 100 km/h. Et quelques secondes plus tard, il voit de l'autre côté du Musicafé une boule de feu et un bruit d'explosion. Pour vous donner une idée, le Musicafé est à environ 100 mètres de la traque de chemin de fer. Dans une entrevue avec la presse, Yvon raconte « J'ai pris mes jambes à mon cou, il faisait une chaleur torride, je courais. Comme des idiots, avec 4 ou 5 autres personnes, on longeait les wagons sans jamais penser que le train pouvait exploser. Et tout en courant, je me demandais où était ma conjointe qui venait de partir quelques minutes plus tôt du Musicafé. Était-elle vraiment partie? S'était-elle attardée quelques minutes de plus à discuter avec des amis dans le stationnement? On est arrivé au lac en se disant qu'au besoin, on y sauterait. Mais rendu là, je me suis dit que je pouvais pas rester là et laisser mes amis du Musicafé derrière. J'ai tenté de rebrousser chemin, impossible. J'ai à peine pu faire quelques mètres. Presque tous les wagons citernes ont été touchés. 63 des 72 wagons ont été perforés, soit 6 millions de litres de pétrole brut, ce qui a causé un énorme incendie et de multiples explosions. It's your train that rolled down? No. Yes, sir. No, RJ. Yes, sir. Holy. Yes, sir. That's what I got. It was confirmed at 2:30. At 2:30, that the fuel train rolled down here. Yeah. Oh, that. And it was secure, RJ, when I left. Yeah. She was secure. Pour vous donner une image, on va regarder une vidéo prise par un satellite qui compare le niveau de luminosité de la ville de Québec et de lac Mégantic avant et pendant les explosions. Rapidement, les pompiers volontaires de lac Mégantic ont été envoyés sur place et ont fait appel aux municipalités de la MRC du Granit, de Sherbrooke, de Saint-Georges-de-Beauce et à 8 municipalités du Maine pour obtenir leur aide. Au total, il y a eu plus que 150 pompiers et 20 camions de pompiers qui ont été déployés afin de maîtriser l'incendie. Plusieurs personnes sont venues en aide aux pompiers au milieu de la nuit, dont le conducteur Tom Harding qui s'est rendu sur place, qui s'est habillé en pompier pour aller détacher les wagons encore intacts et essayer de les éloigner du site d'incendie. Justement, il y a une entreprise qui a prêté une machine pour remorquer les wagons-citernes loin du site de l'explosion. Et ça aura pris 4 jours pour éteindre les 5,4 millions de litres de pétrole qui ont brûlé dans ces explosions. Au total, c'est une trentaine de bâtiments qui ont été détruits sans compter les pertes humaines. Puis ce sont 47 vies qui ont été perdues dans cette tragédie. Malheureusement, c'est pas tous les corps qui ont pu être identifiés dû à la température extrêmement élevée du feu. Les pompiers estiment que la température aurait pu atteindre 3000 degrés Celsius au point le plus chaud. Plusieurs des 47 victimes étaient dans le Musicafé dû à la proximité du chemin de fer. L'école secondaire Montignac va être utilisée comme centre d'hébergement pour les personnes évacuées. Il y a plus de 2000 résidents de Lac-Mégantic qui vont être évacués au risque d'explosion et de pollution dans l'air. Puis, l'hôpital a été averti rapidement de la situation, puis ils étaient tous prêts à recevoir les blessés. Ça va avoir pris presque 10 jours pour relocaliser les dernières personnes qui avaient perdu accès à leur logement pendant les explosions. Rapidement, le gouvernement a annoncé venir en aide à la communauté puis à la municipalité en donnant une aide de 25 millions de dollars aux personnes sinistrées, à la municipalité puis aux entreprises touchées. Puis il y a eu un autre 25 millions de dollars pour la reconstruction du centre-ville, puis un autre 10 millions de dollars pour relancer l'économie de la ville. Du côté de l'environnement, ça a aussi été une super grosse catastrophe. On parle de déversement de pétrole brut dans le réseau d'égouts vers le lac Mégantic et la rivière Chaudière qui se déverse un peu plus bas dans le fleuve Saint-Laurent près de Québec. Rapidement, le gouvernement va envoyer des spécialistes d'urgence environnement pour évaluer la situation. Dans la même journée, il y a une opération de pompage du pétrole dans le lac Mégantic qui va commencer. Les spécialistes estiment qu'environ 100 000 à 120 000 litres de pétrole se sont répandus dans la rivière Chaudière sur une distance de 120 km. Quand cette histoire est sortie dans les journaux et dans les médias, tout le monde s'est intéressé à l'événement, puis surtout à comprendre la cause qui a pu engendrer une aussi grosse catastrophe. Les journaux se sont mis à écrire plein d'articles sur le sujet. On a appris entre autres 2 jours plus tard que le transport de produits pétroliers par train a augmenté de 28 000 % au cours des 5 dernières années au Canada et que le taux d'accident ferroviaire aux États-Unis de la MMA serait de 5 à 10 fois plus élevé que la moyenne des 800 autres compagnies de train. Ces données-là sont un peu inquiétantes, puis on peut se poser la question à savoir s'il n'y a pas un problème de qualité puis de fiabilité de train dans cette compagnie-là.
Plusieurs enquêtes ont été menées en parallèle. Il y a eu l'enquête de la SQ qui a envoyé une 60aine d'enquêteurs afin de recueillir des indices, des preuves, des témoignages à Lac-Mégantic puis dans les municipalités autour. Il y a eu l'enquête du coroner, il y a eu l'enquête de Transport Canada, puis il y a aussi eu l'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada. Puis juste pour que vous sachiez un peu c'est quoi la différence entre Transport Canada puis le Bureau de la sécurité des transports du Canada, en gros, c'est que Transport Canada met en place des règlements, des normes, des programmes du secteur du transport, tandis que le Bureau de la sécurité, lui, c'est un organisme indépendant qui va enquêter sur des événements en lien avec les transports comme le train, l'avion, le bateau. Puis ils vont enquêter sur Transport Canada, voir s'ils ont des torts dans le dossier, par exemple, des normes pas assez strictes ou des choses comme ça. On va comprendre plus en détail ce qui se serait passé grâce à l'enquête du Bureau de la sécurité des transports. Donc, premièrement, c'est important de savoir que le train a été stationné à Nantes sur la voie principale et pas sur la voie déserte. Puis si le train avait été placé sur la voie déserte, il y a un dérailleur qui aurait pu éviter que le train se déplace jusqu'à Lac-Mégantic. Mais le conducteur du train, il n'a pas fait ça par erreur, par contre. C'était la directive de la compagnie de laisser le train sur la voie principale pour que le prochain conducteur parte au matin avec le train déjà sur la bonne voie. Là, on va entrer dans la partie technique de ce qui s'est passé. Alors, concentrez-vous et soyez attentifs parce que ça va être super complexe. Bon, fait qu'après avoir stationné le train, le conducteur a laissé en marche la première locomotive. Pourquoi? Parce que les freins pneumatiques du train sont activés seulement lorsque le train est en marche. Lorsque le train est à l'arrêt, le compresseur à air se vide puis les freins à air ne fonctionnent pas. Donc, c'est pour ça qu'il a laissé la locomotive fonctionner pour pouvoir activer les freins à air. Évidemment, juste ça, c'est pas super sécuritaire. Fait que la directive, c'est aussi d'activer des freins à main qui sont, eux, indépendants du moteur. C'est un peu comme les breaks à bras dans nos voitures, mettons. Comme ça, il y a deux types de freins activés en même temps. Fait que le conducteur a serré les freins à main sur 5 locomotives présentes sur le train et 2 wagons. Fait qu'au total, il y avait une locomotive avec frein à air et 7 freins à main activés. Les directives demandent à ce qu'il soit possible que le train soit retenu seulement avec les freins à main, justement dans un cas où les freins à air arrêteraient de fonctionner. Puis pour le valider, on doit faire un test. Donc, arrivé à Nantes, Tom Harding doit faire le test, mais il aurait oublié de désactiver le frein à air, ce qui a donné l'impression que la quantité de frein à main était suffisante. Puis après avoir fait son test, Tom Harding aurait contacté le contrôleur de la circulation ferroviaire à Farnham pour lui dire que le train est arrivé à Nantes, arrêté et tout. Il profite aussi pour le prévenir que la locomotive de tête avait eu des problèmes mécaniques tout le long du trajet, qu'il y avait une fumée de couleur noire et blanche qui s'échappait de la cheminée. Ensemble, en discutant, ils décident de s'occuper du problème le lendemain matin. Et c'est cette locomotive-là que Tom Harding va avoir laissé fonctionner pour activer les freins à air. Puis, vous connaissez la suite, quelques minutes après son départ, les pompiers de Nantes sont appelés parce qu'il y a un incendie qui s'est déclenché dans la première locomotive. Le moteur va être coupé et donc les freins à air seront désactivés lorsque toute l'air du circuit va s'être échappé. Le chef des pompiers de Nantes, Patrick Lambert, a commenté en disant que l'intervention a duré au total 45 minutes, la SQ était présente pour la sécurité, puis des gens de la MMA sont venus nous épauler pour nous dire que l'intervention était finie, que le feu était éteint et que tout était sécurisé. Oui, on a été obligé de couper le moteur parce que c'était une fuite de gaz sur le moteur. C'était la seule façon d'arrêter la fuite, sauf que la MMA a sécurisé les lieux par la suite. Par contre, l'employé de la MMA qui a été envoyé, c'était un garde-voie. Il n'avait aucune expérience sur le fonctionnement des locomotives. Selon les normes de Transport Canada, pour un train stationnaire de 72 wagons, comme ce cas-là, il aurait dû y avoir 9 wagons avec les freins à main activés. Puis selon l'enquête du Bureau de la sécurité des transports, il y aurait seulement 7 freins à main qui ont été activés. Mais le Bureau de la sécurité des transports, lui, estime qu'il aurait fallu de 17 à 26 freins à main pour pouvoir immobiliser le train. Pourquoi il y a une aussi grosse différence entre ces chiffres-là? C'est parce que tout ça est relatif à la force qui est mise puis à l'usure des freins, d'où l'importance de faire un test puis s'assurer qu'on a assez de freins à main d'activer. Un point important sur lequel je veux revenir, c'est sur pourquoi il y a eu un incendie dans la première locomotive. Parce qu'on s'entend que s'il n'y avait pas eu d'incendie, le frein à air aurait resté fonctionnel puis il n'y aurait pas eu de catastrophe. Eh bien, quelques mois auparavant, la locomotive défectueuse a été envoyée en réparation dans les ateliers de la MMA à la suite d'une panne moteur. Puis, je vous lis ce qui est écrit dans le rapport d'enquête. Compte tenu du temps et de l'argent nécessaires pour apporter une réparation standard et de la nécessité pressante de remettre la locomotive en service, le moteur a été réparé à l'aide d'un matériau époxyde
qui n'avait ni la résistance ni la durabilité voulue. Ce matériau s'est détérioré, ce qui a été à l'origine de sautes de régime et de la fumée excessive noire et blanche. Éventuellement, l'huile a commencé à s'accumuler dans le turbocompresseur où elle a été surchauffée et s'est enflammée le soir de l'accident. Moi, en lisant ça, je comprends qu'ils ont fait une réparation rapide avec les mauvais matériaux puis que ça a causé un nouveau problème qui a fait causer l'incendie. Puis si on peut tirer une leçon pour notre vie de tous les jours, c'est de prendre conscience que nos décisions peuvent avoir un super gros impact. Puis dans ce cas-ci, elle va contribuer d'une certaine façon au déraillement du train. Dans le rapport d'enquête, on apprend aussi que ceci et d'autres indices relevés dans les activités de la MMA indiquent une faible culture de sécurité. Une culture qui contribuait à la perpétuation de conditions dangereuses et de pratiques dangereuses et qui compromettait sérieusement la capacité de la compagnie de gérer efficacement les risques. Puis en plus d'avoir évalué ça, l'enquête a montré que depuis plusieurs années, Transport Canada avait déjà ciblé la compagnie MMA comme une compagnie à risque élevé, à cause entre autres de lacunes dans les formations puis de problèmes sur l'immobilisation de trains, puis que Transport Canada effectuait pas toujours un suivi pour valider que les problèmes étaient bien pris en charge et réglés. Un autre point découvert pendant l'enquête, c'est que le pétrole qui était transporté correspondait pas aux documents d'expédition. Il était plus volatile et plus dangereux, puis avait été classé comme classe 3, mais il aurait dû être classé comme classe 2 puis être manipulé en conséquence. Au début de la vidéo, je vous ai parlé que les wagons sont de type DOT 111, puis qu'on allait y revenir, on est rendu là. En octobre 2011, il y a une mise à jour de la norme qui a été proposée afin d'augmenter l'épaisseur des parois puis que les extrémités aient un bouclier protecteur. Par contre, cette mise à jour-là était seulement une proposition, pas une obligation, puis s'appliquerait seulement à la fabrication des nouveaux wagons. Les anciens modèles pouvaient, eux, continuer de circuler, entre autres parce que la durée de vie moyenne de ces wagons-là est de 40 ans, puis ça serait beaucoup trop coûteux de tous les remplacer. En 2013, l'année de la tragédie, il est estimé qu'environ 80% des wagons-citernes de la flotte canadienne en circulation sont de type DOT 111. Le Bureau de la sécurité des transports a aussi préparé un document qui résume les 18 causes et facteurs contributifs à l'accident. Je vous les montre à l'écran, vous pouvez aussi faire pause là, si vous voulez les lire. Mais en gros, c'est surtout pour montrer que c'est la somme de beaucoup de facteurs qui ont fait que cette tragédie-là est arrivée. Le rapport d'enquête du Bureau de la sécurité émet donc 5 recommandations. Fait que 1. Des normes de protection renforcées doivent être mises en place pour les wagons-citernes. 2. Transport Canada doit jouer un rôle plus actif à l'égard des systèmes de gestion de la sécurité des compagnies ferroviaires. 3. Les compagnies ferroviaires canadiennes doivent mettre en place des moyens de défense physique additionnels pour empêcher les trains de partir à la dérive. 4. Des plans d'intervention d'urgence doivent être élaborés lorsque de grandes quantités d'hydrocarbures liquides comme le pétrole sont acheminés. Puis 5. Les compagnies ferroviaires devraient procéder à la planification stratégique des itinéraires puis améliorer l'exploitation de tous les trains qui transportent des marchandises dangereuses. C'est suivant la catastrophe de Lac-Mégantic en 2014 que le Canada va décider de rendre obligatoire la nouvelle norme proposée en 2011 sur les wagons-citernes que je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, la directive, c'est de remplacer ou de mettre à niveau la flotte du Canada en 3 ans. Mais malheureusement, cette norme-là ne sera pas suffisante parce que l'année suivante, en 2015, en Ontario, il va y avoir un autre déraillement de train avec les nouveaux modèles de wagons. Puis malgré les améliorations apportées, ils vont quand même se perforer, puis le pétrole va quand même se déverser. Donc là, il va y avoir une nouvelle norme qui va avoir été mise en place, puis ça va être le modèle TC117 qui va être introduit. Ce modèle-là serait 6 fois à 8 fois plus résistant que le modèle DOT 111, puis on l'espère suffisamment robuste. Les compagnies de train ont au plus tard jusqu'en 2025 pour retirer les vieux modèles de wagons-citernes de leur flotte. Puis là, on se dit, waouh, c'est parfait, en 2025, ça va être réglé. Je vais pas péter votre bulle, mais on a appris dans un article de Radio-Canada que l'industrie ferroviaire a aucune obligation à rendre des comptes au gouvernement par rapport au remplacement des wagons. Donc, même si la nouvelle norme est obligatoire, des compagnies pourraient décider de pas le faire, puis espérer pas se faire prendre. Surtout en plus quand on apprend à quel point il manque d'inspecteurs sur les chemins de fer pour faire des inspections comme ça. Il y a environ un inspecteur pour 450 km. Il pourrait y avoir des compagnies qui décident de prendre le risque. Là, je vais vous partager la mise en place de nouvelles mesures suite à la catastrophe. Fait que la MMA a arrêté d'exploiter des trains avec un seul employé, puis elle a augmenté les tests et la surveillance par rapport à l'application des règles.
Du côté Transport Canada, ils ont mis en place une interdiction d'exploiter des trains avec une seule personne lorsque le contenu est une matière dangereuse. Puis, il y a des règlements et des normes qui ont aussi été révisés, comme je vous parlais avec le type de wagon-stop. Puis en passant, c'était seulement depuis 2009 que c'était permis d'avoir un seul conducteur. Avant, pour une locomotive puis 20 wagons, fait qu'un train beaucoup plus petit, il fallait 5 employés. Avant d'entrer dans la prochaine section qui touche les procès, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Puis je serais vraiment curieuse d'avoir vos avis en commentaire par rapport à la prochaine section qui touche justement les procès, parce que c'est un gros sujet, puis c'est ça, je suis curieuse d'avoir vos commentaires. Premièrement, c'est important de mentionner que suite à la tragédie, la MMA et Canadian Pacific ont nié toute responsabilité pour la tragédie. Donc suivant l'événement, il y a eu 2 procès différents. Fait qu'on va commencer avec le premier, soit la poursuite criminelle envers 3 employés de la MMA, Thomas Harding, le conducteur, Jean Demaître, le directeur de l'exploitation de la MMA au Québec, et Richard Labrie, un contrôleur ferroviaire. Fait que les 3 sont accusés de négligence criminelle ayant causé la mort des 47 victimes de la tragédie de Lac-Mégantic. Plus précisément, Tom Harding est accusé de ne pas avoir appliqué assez de freins à main avant de quitter le soir de la tragédie. Richard Labrie, lui, est accusé de ne pas avoir bien vérifié que le train était sécuritaire après l'incendie. Puis finalement, Jean Demaître, lui, est accusé de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du train. Le procès devant jury de 14 personnes a commencé le 2 octobre 2017 à Sherbrooke et a duré 10 semaines. Chose qui m'a vraiment surprise quand j'ai fait mes recherches, c'est que le juge a décidé de rendre inadmissibles 2 documents importants. Le premier, c'est une lettre de suspension du conducteur Tom Harding qui date de 5 ans avant l'accident de Lac-Mégantic. C'est quoi cette lettre de suspension-là? C'est qu'en 2008, Tom Harding a été suspendu 10 jours pour avoir mal sécurisé un train. Soit de ne pas avoir assez appliqué de frein à main, soit la même chose que les procureurs lui reprochent. Puis un deuxième document que le juge a rendu inadmissible, c'est le rapport du Bureau de sécurité des transports. Fait que, genre, tout ce que je viens de vous raconter sur les causes, les 18 facteurs contributifs, la séquence de l'événement, tout ça, c'est inadmissible comme preuve. Je vous lis ce que le juge a dit pour justifier sa décision. Le dépôt du rapport du BST est inadmissible en preuve. Le BST n'est pas habilité à attribuer une responsabilité pénale à qui que ce soit. De plus, le rapport du BST est basé sur du oui-dire inadmissible en preuve. Le rapport du BST n'est pas plus recevable en preuve qu'un rapport du coroner. Par contre, même si le rapport ne pouvait pas être admis en preuve, les procureurs pouvaient, eux, faire appel à des experts ou des témoins puis faire valoir ces points-là pendant le procès quand même. Mais le juge de la Cour supérieure a refusé qu'une enquêteuse du Bureau de la sécurité des transports soit appelée à témoigner à cause que la demande a été faite seulement 2 semaines avant le début du procès. Ce qu'il dit, c'est « Cette demande d'utiliser à titre d'expertise les rapports d'analyse est tardive et le tribunal considère qu'il n'est pas en présence d'éléments justifiant une telle production tardive. » Il a aussi été rapporté dans les médias que le juge n'a pas mâché ses mots en parlant au procureur durant le procès. Il leur a dit « Vous êtes 4 avocats de la couronne à temps plein depuis 3 ans à faire ça. Ça équivaut à 12 ans d'avocat. Je peux vous dire que si j'avais été 12 ans sur le même dossier, j'aurais été capable de répondre aux questions. » Un autre point qui a été critiqué par le juge, c'est qu'aucun des témoins appelés à la barre ont été capables d'expliquer pourquoi il y avait eu un incendie dans le train à Nantes peu de temps avant la tragédie. Le juge a carrément dit « Le rôle du jury n'est pas de jouer au sorcier et de savoir ce qui a causé le feu. » Ce qui est frustrant, c'est qu'on le sait maintenant la cause. C'est écrit dans le rapport que je vous ai parlé un peu plus tôt. C'est à cause d'une mauvaise réparation à la suite d'une panne. Ce qui a été reproché à Jean Demaître, le directeur des opérations, c'est qu'il n'aurait pas pris de mesures lorsqu'il a su que l'une des locomotives avait une défectuosité un peu plus tôt dans la même journée. Ce à quoi le juge a commenté en disant « Si vous essayez de dire au jury que le fait de changer la locomotive aurait évité l'accident, c'est pas ça qui a causé l'accident. La mère de M. Demaître n'est pas accusée, puis si elle l'avait pas mis au monde, ce serait pas arrivé. » C'est comme un peu utiliser le sarcasme pour, on dirait, pour ridiculiser les arguments des procureurs. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que pour déclarer quelqu'un de coupable, le jury doit conclure que la personne a omis de faire quelque chose qui était de son devoir d'accomplir, puis donc qui avait montré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui, puis que ce comportement-là a causé la mort des 47 victimes de la tragédie. Au cours du procès, il y a 31 témoins qui ont été appelés à la barre sur une période de 41 jours. C'est important de préciser que les 3 accusés n'ont pas témoigné du tout
lors du procès, donc qui n'ont pas été questionnés sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. L'avocat de Tom Harding a plaidé de son côté que même si son client admet ne pas avoir sécurisé correctement le train, les actions qu'il a posées sont considérées normales dans l'entreprise, puis que s'il n'y avait pas eu d'incendie, les pompiers n'auraient pas été le moteur, puis le train ne se serait pas déplacé par lui-même, que dans le fond, la tragédie est le résultat d'un concours de circonstances imprévisibles. C'est donc après 9 jours de délibération que le jury a acquitté les 3 ex-employés de la MMA, qui sont donc tous considérés comme non coupables. Suite à ça, il y a plusieurs personnes qui se sont demandé si la compagnie MMA allait, elle, être poursuivie. Mais le directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé qu'il n'y aurait pas de procès pour négligence criminelle contre la compagnie. Puis pourquoi? Là, ça va être un peu technique, mais c'est parce que les dispositions du code criminel en ce qui concerne la responsabilité des compagnies en matière de négligence, ça passe par le comportement des employés de la compagnie. Puis, comme je viens de vous dire, plus que les employés poursuivis ont été jugés non coupables, automatiquement, la compagnie n'est pas coupable. Mais ça finit pas comme ça pour la compagnie MMA. Ils étaient quand même responsables des dégâts causés au centre-ville de Lac-Mégantic. Leur assurance couvrait pour 25 millions de dollars, puis les dépenses prévues étaient beaucoup plus élevées que ça. Il y a un groupe de 49 personnes et des entreprises qui ont débuté un recours collectif contre Tom Harding, le conducteur, et plusieurs entreprises, dont MMA, Canadian Pacific, puis plein d'autres entreprises qui ont participé de loin ou de proche au transport du train et donc à la tragédie. Il y a un deal qui va être conclu entre les plaignants et Tom Harding. Il va être retiré du recours collectif, mais en échange, il va devoir témoigner dans le procès. L'avocat de la poursuite va expliquer le choix en disant « On a un meilleur intérêt pour les membres du recours collectif d'avoir M. Harding comme un témoin qui va nous parler des faits de la cause que de le poursuivre comme un défendeur. » Le procès devait commencer en 2019, mais les compagnies se sont fait offrir de contribuer à un fonds en échange d'être retirées de la poursuite. Puis c'est ce que 25 compagnies vont décider de faire. Mais comme les montants étaient très élevés dans certains cas, MMA a fait faillite et a dû liquifier ses actifs pour payer sa part et rembourser ses créanciers. Au total, c'est 450 millions de dollars qui a été recueilli qui vont être versés aux victimes puis aux créanciers. Cet argent sert entre autres à compenser pour l'évacuation, la perte de jouissance de la vie, le stress, la perte des biens réels et personnels, les dommages à la propriété, la perte des revenus, etc. La seule compagnie qui a refusé de participer au recours collectif, c'est Canadian Pacific, parce qu'ils disent que c'est la MMA et leurs employés qui sont directement responsables des dommages. Au final, la poursuite civile va donc être envers la MMA et Canadian Pacific, puis les personnes qui poursuivent, c'est toutes des personnes qui sont inscrites au recours collectif, le gouvernement, puis les compagnies d'assurance. C'est maintenant plus de 5000 personnes qui sont inscrites au recours collectif et ils réclament entre 100 millions et 200 millions de dollars. C'est finalement en septembre 2021 que le procès du recours collectif contre Canadian Pacific et MMA va commencer. Pendant le procès, Tom Harding va être appelé à témoigner. Je vous rappelle, il n'est plus poursuivi, il agit à titre de témoin. Dans son interrogatoire, il va dire avoir appliqué la règle pour un train laissé dans une pente. Il va lire les règles du CP puis il va dire qu'il les a suivies. Mais lors de son contre-interrogatoire, il va se rétracter. Les règles de la MMA, son ancien employeur demande qu'un minimum de 9 freins à main soient engagés pour un train de cette taille. Puis Tom Harding va confirmer en avoir appliqué seulement 7, comme le rapport du Bureau de la sécurité disait. Il a reconnu avoir violé les règles de base en matière de sécurité, puis il a reconnu ne pas avoir fait le test de sécurité de freinage avant de laisser son train sans surveillance la nuit de la tragédie. Il avoue aussi ne pas avoir donné les informations exactes quand il a fait sa déclaration à la SQ. Il leur avait dit qu'il avait appliqué 9 freins à main en plus d'avoir fait le test de sécurité, ce qui était finalement faux. Moi, je suis complètement choquée d'entendre ça. C'est des informations que je pense pas que le jury avait eu accès pendant le procès de négligence criminelle, vu qu'il n'a pas témoigné à ce procès-là. J'ai l'impression que ça aurait pu complètement changer le verdict. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Concernant Canadian Pacific puis le recours collectif, voici la conclusion du juge en 2022. Le tribunal en arrive à la conclusion que les agissements du CP à toutes les étapes du processus lié au transport ferroviaire du pétrole brut à partir de Newtown vers Saint-Jean ne sont pas la cause directe et immédiate de l'accident et des dommages occasionnés aux parties demanderesses. Il en résulte que l'action collective, l'action intentée par le procureur général du Québec, ainsi que celle entreprise par Promutuelle et autres doivent être rejetées contre le CP. CP pour Canadian Pacific. Cette tragédie et ses conséquences résultent directement et immédiatement des fautes de Thomas Harding et de son employeur MMA.
Tous les autres éléments, bien qu'ils puissent être fautifs et ou liés d'une manière ou de l'autre à cet accident, ne constituent que des occasions ou des circonstances de celui-ci. Puis je vous rappelle que Tom Harding et ses collègues ont été acquittés pour le procès criminel et donc que la MMA a été considérée non coupable. Suivant cette décision, en janvier, les citoyens de Lac-Mégantic, le gouvernement et les assurances ont décidé de porter en appel la décision du juge. Les citoyens disent que le juge a rejeté ou ignoré des preuves crédibles que Canadian Pacific était au courant de la pratique dangereuse de la MMA, qui est de laisser des trains toute la nuit sur la voie principale, sur une colline au-dessus de Lac-Mégantic. Reste à voir si le procès en appel va être reçu en cours. En 2017, il y a une étude qui est faite par l'Autorité de la santé en Estrie qui a révélé qu'environ la moitié des résidents de Lac-Mégantic souffrent encore de stress post-traumatique, que ce sont les personnes qui vivent près du lieu de l'explosion qui ont le taux le plus élevé. Les résidents disent qu'une étape importante dans la guérison, ça serait de construire une voie de contournement loin du centre-ville. Le gouvernement provincial et fédéral se sont entendus et ont décidé de financer le projet, puis la construction était prévue pour 2019. Mais en date d'aujourd'hui, la voie n'est toujours pas construite. De ce que j'ai pu voir, on est à l'étape de vendre les terrains qui sont requis pour faire la voie de contournement aux compagnies qui vont installer et exploiter le chemin de fer. Et malgré que les délais sont dépassés par rapport à ce qui a été communiqué, il y a plusieurs personnes qui critiquent la façon dont ça se fait en ce moment. Il y a plusieurs inquiétudes au niveau environnemental de déplacer le chemin de fer à l'endroit qui est proposé à cause, entre autres, de la présence de nappes phréatiques. Il y a aussi des personnes qui se font comme acheter leur terrain presque de force, puis leurs maisons vont devoir être déplacées, qui ont presque pas de communication avec le gouvernement par rapport aux prochaines étapes justement de tout ça. Plusieurs résidents sentent que tout ça est précipité parce qu'il n'y aurait aucune étude environnementale qui semble avoir été faite. Puis ils sous-entendent un peu que le gouvernement précipiterait les choses en ce moment simplement pour avoir comme une belle annonce en juillet pour les 10 ans de la tragédie puis bien paraître aux yeux du public. Ça va être à suivre dans les journaux pour les prochains développements. Puis si vous avez été intéressé par cette histoire, je vous recommande d'en apprendre sur une autre tragédie, une qui s'est passée en Nouvelle-Zélande, où des dizaines de personnes sont restées prises sur une île volcanique en pleine éruption. Sinon, vous pouvez toujours me suivre à coralie.saint-georges sur Instagram et TikTok. Puis d'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les mercredis 16h. Bye!